Aujourd'hui, j'accueille Xavier Caselato, ancien Head of IT de Liligo, 11 ans au sein de cette direction des systèmes d'information et depuis 2 ans, cofondateur de Pricing Hub. Bonjour Xavier. Bonjour. Dire 2 mots sur Pricing Hub. Alors, 2 mots sur Pricing Hub. Pricing Hub, c'est un logiciel SaaS d'optimisation des prix de vente des produits et services sur Internet. Alors, en fait, on aide les sites de e-commerce à définir leur prix de vente et à définir leur stratégie de pricing. Ok, donne-nous quelques noms de clients, 3-4. Alors, on travaille aujourd'hui avec Fnac Darty, on travaille aussi avec Allopneu, on a des discussions avec Conforama. Voilà. C'est le genre de clients avec qui on est en discussion. Entendu, super. Xavier, du coup, ton âge? Ah ben, j'ai 44 ans, Super. Et combien, donc je suis un vieux de combien la vieille, on va dire. dans ton univers, tu crois? Ah oui, 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 moi j'ai l'impression d'être un vieux, ouais, 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 clairement. Pourquoi? Pourquoi? Bah, 44 ans, j'ai l'impression d'avoir vu toute l'informatique se dérouler devant moi. En fait, pour la profession et le métier dans lequel on est, j'ai l'impression d'être un ancien. D'accord. Et justement, du coup, dis-nous depuis combien de temps tu fais ce métier? Alors, bah, DSI, en fait, officiellement, j'ai jamais été DSI, j'ai été CTO, mais, D'accord. mais en fait, je gère, on va dire, les systèmes d'information depuis 8 ans. Voilà, grosso modo. D'accord, J'ai d'accord. fait 6 ans pour Liligo et 2 ans pour Pricing Hub. Super. Et aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton équipe? Et peut-être si on fait un flashback sur Liligo, combien tu avais de personnes? Alors là, aujourd'hui, nous, on a une toute petite équipe. L'équipe technique, elle doit faire 4 personnes D'accord? à temps plein. Et Liligo, on est monté à 35 personnes. Voilà. À la fin, quand je suis parti, il y avait à peu près 35 personnes dans l'équipe technique. D'accord. Au moment du coup, alors si on remonte peut-être au moment de Liligo, quand, qui, je comprends était ton premier poste de CTO, quel était ton rôle, enfin, quel était ton rôle dans cet univers, avec Ben, cette personne? Liligo, moi, j'ai rejoint Liligo en fait au tout début. Donc, en fait, j'ai accompagné vraiment la croissance de la société. On est parti, il n'y avait pas de site web public. Donc, on accompagnait. Donc, ma première mission, ça a été de structurer l'équipe de développement. Ensuite, ça a été de structurer l'infrastructure technique pour soutenir le développement du site et le trafic sur le site. Et puis après, ça a été un poste plus organisationnel de gestion de l'organisation de l'équipe de développement. Donc, il y a eu vraiment 3 phases, on va dire. Une Ok, phase vraiment très opérationnelle d'organisation des développements, une phase de structuration de l'infrastructure technique et puis une phase plus managériale. ok. Et du coup, dans cette phase, notamment la deuxième, quelle était selon toi la solution incontournable, le must-have que toute entreprise devait avoir à ce moment-là? Et puis peut-être même question pour le présent. Alors moi je pense, alors c'est marrant parce que moi je pense qu'il n'y a pas de must-have. C'est-à-dire qu'en D'accord? fait, chaque société doit trouver l'outil qui convient à son business. Et en fait, il n'y a pas une solution valable. Le marché est plein de solutions techniques disponibles. Donc c'est vraiment un exercice de se dire de quoi j'ai besoin, quelle est mon activité, quels sont les points essentiels de mon business et quelle va être la solution informatique ou le logiciel ou la solution technique, le logiciel SaaS qui va répondre à mon besoin. Et toi, dans ton contexte, du coup, c'était quoi ta réponse? Eh ben, nous, on a construit beaucoup de solutions nous-mêmes en fait pour Liligo. En fait, on a fait le choix de construire notre solution technique. On a pris vraiment des briques logicielles et on a construit, on va dire, 90% du système d'information de Liligo était fait in-house. D'accord. Et donne-nous par exemple une réalisation dont tu étais très fier. Ben, en fait, on a fait quand même, on a fait tout notre suivi d'activité intégralement en interne. Donc, en fait, tout le reporting, tout le suivi d'activité, le détail vraiment des leviers rentables de trafic, etc., vraiment de manière très, très granulaire. Tout ça, on l'a fait en interne nous-mêmes et en quasi temps réel. Donc, en fait, le CEO de Liligo, il est en capacité de voir
quasiment en temps réel l'activité de son site dans le détail et la profitabilité de ses leviers d'acquisition de trafic en temps réel. Donc, tu avais ta brique analytique qui était entièrement en fait maison, quoi. C'est ça que tu dis. Alors, on avait une partie analytique qui était Google, en fait, mais en fait, tout le reste, toute la partie rentabilité, opérationnelle, etc., tout ça, c'était propriétaire. Ok, très bien. Depuis tes débuts, quelle est selon toi la plus grande révolution informatique? Tu as un tournant Les dans… débuts, mais les débuts, Ouais, c'était il y a tellement longtemps. Internet, non, Internet, exagère pas. c'est évidemment Internet. Très Qu'est-ce bien. qu'il y a d'autre? C'est même incroyable de se dire comment travailler avant. Moi, je suis rentré, j'ai commencé à travailler dans des boîtes. Les PC n'étaient pas reliés en réseau. Donc Hmm. les postes de travail, les gens tapaient sur Word des documents qu'ils imprimaient parce qu'en fait, ils ne les transmettaient pas. Hein, ils n'avaient pas encore des boîtes mail généralisées. C'était le début c'était ça, il y a 25 ans. Donc je pense qu'on a tendance à pas se rendre compte de l'évolution de l'informatique, mais c'est fou, quoi. C'est fou. C'est C'est fou. vrai que imaginer le confinement sans Internet, ça paraît fou. Ouais. Ça paraît fou. Ça paraît complètement fou. Donc la révolution, la révolution, ça a vraiment été le tournant, ça a été vraiment la généralisation la première génération de sites web, on va dire, puisqu'en fait Ouais. Internet, ça date d'un peu avant, les informations circulaient déjà, mais quand l'Internet s'est structuré, on va dire, de manière un peu rationnelle, fin des années 90, c'est ça la vraie révolution informatique, elle a démarré là. Ok. Depuis tes débuts, ta plus grande déception au niveau innovation, solution, qu'est-ce qui t'a déçu, quoi? Bah, il y a peut-être plein de trucs qui m'ont déçu, mais je les ai oubliés, parce qu'ils m'ont tellement déçu que je les ai complètement oubliés. Mais il y a eu pas mal de comètes, non? Il y a eu pas mal de trucs qui sont apparus et qui ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Tu penses à quoi? Euh, je n'ai pas de nom en tête qui me viennent, mais notamment dans les outils de collaboration ou d'échange d'informations, tout ça, il y a beaucoup de mortalité dans ces outils-là. Hmm. Aujourd'hui, la tendance, enfin, je pense que par exemple Slack a quand même préempté un petit peu Hmm. ce business-là, mais il y a eu des prédécesseurs et puis ils n'ont pas de garantie d'être là encore dans 10 ans. Hmm. 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 Ok. On dit que la donnée est le fuel du 21e siècle. Donne-nous un exemple d'un de tes projets, une grande réussite avec tes équipes ou au contraire un échec, une frustration. Tu peux choisir entre Liligo et Pricing Up, comme tu veux. Bon, non, on va parler de Pricing Hub un petit peu. Alors, Pricing Hub, nous, notre plus gros succès, ça a été de construire notre logiciel SaaS en quelque chose comme 4 mois avec une équipe ultra réduite. On a vraiment fait un truc incroyable en termes de time to market. Ça a été vraiment extrêmement rapide. Sachant que c'est quand même un logiciel qui est assez complexe, hein, puisqu'on fait du machine learning, on fait de l'apprentissage supervisé, on collecte quand même beaucoup de données, on doit les traiter et émettre des recommandations en temps réel. Et donc ça, on a quand même construit ça en un temps hyper réduit. Et donc ça a vraiment été un grand succès de la part des équipes avec une implication totale des gens qui étaient dans la boîte à ce moment-là. Et si tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait reproduire un succès comme le tien, donc un time to market de 4 mois pour un logiciel complexe, quelle est la recommandation que tu lui ferais? Bon, alors, on avait quand même. Alors, il y a un travail en amont, un travail préparatoire en amont de conception, donc de dire qu'est-ce qu'on veut, quels sont les objectifs à atteindre donc les grandes lignes directrices, on va dire, ça c'était quand même très établi. Et après, au moment de l'exécution, on a laissé énormément d'autonomie aux gens pour accomplir le projet dans les choix des technos, pas du tout dogmatique sur le choix des technos, sur le choix de l'architecture. On a laissé beaucoup de liberté aux gens de prendre les décisions d'implémentation, on va dire, du produit au moment de l'exécution. Donc là, tu parles de tes développeurs ou des product Ouais, des owners? développeurs, des data scientists, tous les gens D'accord. dans les différents maillons du projet ont eu beaucoup d'autonomie en fait pour réaliser ça. Et du coup, peut-être un pro tips pour avoir les bonnes personnes, parce que là, je pense que le talent en fait est déterminant.
Est-ce que tu as voilà, un conseil de pro pour choisir, recruter ces super bonnes personnes qui font que tu leur donnes un projet bien cadré et ils te sortent quelque chose de réussi? Alors c'est un choix. Le recrutement, ça reste quand même, je pense, de tous les métiers, un des plus compliqués. C'est difficile de recruter efficacement. Euh, il faut trouver un bon compromis entre vraiment l'extrême curiosité. Il faut que les gens soient extrêmement curieux, ils aient envie d'apprendre. Mais il faut qu'ils soient. Donc c'est bien qu'ils soient curieux et c'est hyper bien aussi qu'ils soient aussi à l'écoute. Donc, il y a des gens qui sont très très bons techniquement, mais qui ne sont pas du tout ouverts aux autres. Et pour que les projets aujourd'hui, ils ne sont jamais réalisés seuls, ils sont toujours réalisés à plusieurs. Et donc, il faut que les gens sachent travailler en équipe. Donc, il faut qu'ils sachent écouter aussi de temps en temps et pas seulement suivre leur idée et exécuter tout seul dans leur coin. Donc, c'est hyper important de trouver des gens qui soient ouverts et qui soient ouverts au dialogue, en fait. Ok. Curieux, ouverts au dialogue. Donc, projet numérique, ton conseil pour recruter, c'est d'aller détecter la capacité à interagir avec d'autres métiers et donc du coup à écouter en fait ce qui va pouvoir leur être amené comme problématique et comme peut-être des fois solution, quoi. Super. À ton avis, cette année, quelle sera la plus grande problématique pour un directeur des systèmes d'information? Ah bah là, aujourd'hui à date, là, mi-avril, le budget, non? Ça me paraît assez clair. Avec le Covid, la problématique de tous les DSI de la Terre, je pense que ça va être le budget. Il va falloir ajuster les coûts et ajuster la stratégie de développement avec les contraintes que nous impose le coronavirus. Ça me semble évident que ça va être notre gros challenge de l'année. On D'accord. va en Et faire sur ça, autant avec moins, quoi. d'accord. Et sur ça, tu as, des idées, tu vois, des débuts de résolution de ce type d'enjeu? En fait, une des solutions passe quand même par l'utilisation d'outils externes, hein. Donc, Hmm, c'est-à-dire de sortir d'une logique où on fait nous-mêmes hmm. pour finalement réutiliser ou prendre des solutions qui permettent d'améliorer la productivité d'une équipe qui n'aura pas forcément la possibilité de croître comme elle aurait dû. Donc, en fait, il faut que les gens en interne soient équipés de tous les outils dont ils ont besoin pour bosser efficacement. Ok. Donc faire levier sur une équipe réduite à l'aide d'outils externes, c'est ça ton conseil Ouais, ouais. Et en plus, pour c'est 2020, quoi. intéressant parce que souvent, quand tu es dans une phase comme ça de coupe budgétaire, tu te dis, bon, bah, en fait, on va couper, on va réduire les OPEX, tu vois, on va réduire les coûts de licence, on va arrêter d'acheter des outils extérieurs. Mais en fait, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie, puisqu'en fait, tu vas chercher à améliorer la productivité de tes équipes et donc peut-être que finalement, de leur donner plus d'outils, c'est une bonne stratégie. Ok, super. Justement, parlons budget. Alors peut-être sur l'Illigo, qui était une entreprise plus établie, Mhm. où il y avait un peu plus de monde. Est-ce que tu te souviens des ordres de grandeur de budget et un petit peu de son allocation? En fait, l'équipe de développement, grosso modo, ça représentait, et je pense que pour Pricing Up, c'est à peu près pareil, c'est à peu près 40% du budget, 40% des coûts de la boîte, hein, Ouais, l'équipe technique. ouais, Et nous, en fait, c'est le nerf de la guerre, hein, finalement. Alors, Ligo, c'est un site web, Pricing Up, c'est une application SaaS, mais au final, le produit est au cœur de l'entreprise. On n'est pas moi, je ne suis pas DSI d'une boîte dont le business, c'est de faire des voitures ouais, ou des avions. Donc, bien sûr. c'est vraiment le cœur. L'IT, c'est le cœur de notre activité. Ouais. Donc, c'est pas étonnant que ce soit un budget comme ça. D'accord. Et tu sais par exemple ce que tu attribué comme budget à la sécurité, au pur développement, à la maintenance, à des coûts d'infrastructure. Est-ce que tu sais dire un petit peu ça ou... Ouais, ouais, alors les coûts d'infrastructure, nous, ils sont relativement raisonnables. Aujourd'hui, je dirais que c'est moins de 10% du budget de l'IT, hein, moins de 10% du Ah ouais. budget d'IT.
La sécurité, c'est un volet important. Alors, la sécurité, c'est un peu caché parce qu'il y a quand même les aspects audit de sécurité, etc. Donc, ça, c'est un budget qu'on peut quantifier. Mais après, il y a tout un tas de projets internes sur lesquels on travaille sur la sécurité de l'application. Dire quel pourcentage on alloue à des projets relatifs à la sécurité, c'est un peu compliqué. Je dirais que c'est 15 à 20% de l'activité de l'équipe technique, la D'accord, c'est sécurité. quand même significatif, quoi. Ok, Oui. super. Est-ce que ça sert à quelque chose que je te demande SaaS ou on-premise? Tu peux poser la question, mais pour l'instant, on est SaaS. Alors, rien ne nous empêcherait de faire du on-premises, mais aujourd'hui, on est du SaaS. Ok, très bien. Euh, et enfin, pour terminer sur une partie plutôt processus de décision, c'est toi, quand tu parlais tout à l'heure d'aller te doter d'outils externes, y compris pour faire des choses que que des DSI auraient peut-être fait en interne précédemment. Dans ce cas-là, décris-nous un petit peu ton cycle de décision. C'est qui a le dernier mot, qui te soutient dans ton équipe de direction ou qui te soutenait chez Liligo, qui était au contraire ton détracteur. Voilà. Alors, en fait, Pricing Hub, c'est clair que c'est 3 fondateurs. Donc, en fait, le consensus est quand même assez facile à obtenir. Chez Liligo, c'était un peu plus, le comité de direction était un peu plus large. En général, on a souvent un allié qui est le produit. Hein, le responsable produit est toujours un allié. Et en fait, moi, je n'ai pas le sentiment que le DSI est un ennemi dans le comité de direction. En général, moi, je n'ai pas l'impression de mettre tout le monde à dos dans un comité de direction. Mais par contre, en général, le directeur financier quand même pose la question. C'est normal, son rôle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet outil-là? Donc, il faut monter des business cases et expliquer en quoi on va pouvoir améliorer la productivité d'une équipe en déployant telle ou telle solution. Ok, D'une manière donc générale, moi, je pense que c'est bien que les métiers soient porteurs des projets. Ce n'est pas le DSI qui a le dernier mot, mais c'est bien d'avoir un droit de veto quand même. De ne pas faire rentrer une solution qui n'est pas éprouvée ou qui n'est pas fiable dans le système d'information. C'est quand même bien d'essayer d'éviter ça. super. Donc un duo DSI ou CTO produit, on va dire, avec un contre-pouvoir par le directeur financier et toujours un droit de veto en fait pour l'équipe technique sur l'entrée de nouvelles solutions dans Ouais, alors le l'organisation. droit de veto est très théorique. Je l'ai jamais vraiment utilisé. Il faudrait vérifier qu'il existe vraiment ce droit de veto. Je ne sais pas si vraiment on peut aller contre le business à un certain point et dire non, mais ça, c'est pas question, ça n'arrivera jamais. On va dire le droit de proposer une Un droit de veto alternative. théorique. Un droit de Super. veto. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un DSI, un CIO, un CDO, un CTO ou encore un CEO dont tu as pu apprécier la qualité du travail et que tu m'inviterais à aller voir et à aller interroger dans les prochaines semaines? Il y en a plein que tu pourrais aller voir. Si tu n'as jamais eu l'occasion de rencontrer le fondateur de liligo.com, je t'inviterai à aller le rencontrer. Si tu as l'occasion de pouvoir l'interviewer, je pense que c'est quelqu'un de très intéressant. Son point de vue est toujours très intéressant. Parfait. Bah, je prends l'intro avec grand plaisir. Ce sera fait. Écoute, Xavier, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que il y a une dernière idée que tu as envie de transmettre, une recommandation, quelque chose dont tu as envie de parler et de transmettre à tes pairs, du coup, qui nous écoutent? Alors, c'est un message d'espoir pour tous les DSI de la Terre. Nous allons sortir du confinement, ça va finir par arriver. Et en fait, on aura fait l'expérience du télétravail massif et on aura quand même, on aura quand même levé énormément de freins plutôt
pas forcément très justifié sur le fait que les gens puissent télétravailler. Et puis je pense qu'on a pris conscience que finalement, travailler à distance, c'était faisable, que les gens étaient en capacité de travailler. Aujourd'hui, ils travaillent, ils ont des enfants avec eux, ils sont obligés de gérer ça. Demain, ils pourront télétravailler, leurs enfants seront à l'école. Et donc, on se rend bien compte que finalement, on peut travailler à distance efficacement. Donc, en fait, les entreprises qui étaient encore un peu réfractaires à ça, elles doivent se dire non, mais en fait, oui, on est prêt, la technologie est là pour permettre aux gens de travailler de n'importe où, finalement. Super. Donc le travail à distance pour toutes les entreprises C'est dans les possible, oui. prochains mois En est tous les cas, pour possible. nous, pour l'IT au sens très large, c'est plus que faisable. C'est plus que faisable. C'était le mot de la fin par Xavier Caselato, notre euh, invité aujourd'hui pour cet épisode de Ping qui, comme vous l'avez compris, a été enregistré en plein milieu du confinement le 17 avril en France. Merci encore et à très bientôt.